On a pu constater qu'il y avait eu 10 attentats contre des Maghrébins. Les tensions augmentent. Nous étions nés ici, nous étions français. Nous n'avions pas le statut. Mais en 83, là, pendant l'été meurtrier, que moi je l'appelle l'été meurtrier. Ce qu'on voudrait, c'est dans les prochains jours qui viennent, on nous donne l'occasion de nous exprimer, tu vois, nous les jeunes de l'ASUP, je parle pas des autres quartiers, mais alors si possible, avec une France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Non mais ça vous va ou pas? Vous m'avez compris, il y en a qui grincent des dents. Hein? On touche au patrimoine, hein? Mais c'est le nôtre aussi, hein? Oui ou non? Alors, d'un point de vue de l'histoire de l'immigration, donc vraiment là, de l'historiographie et le travail des historiens, c'est à la fin des années 80, début des années 90 qu'on a les premiers travaux, on a une historiographie de l'immigration qui se développe en France. C'est à la fin des années 80 que Gérard Noiriel publie Le Creuset français et c'est tout au long des années 90 que des historiens et des historiennes qui travaillent sur l'histoire sociale, sur l'histoire urbaine du XXe siècle en particulier, 19e, 20e siècle, vont produire les premiers travaux qui vont faire qu'on va connaître cette histoire de l'immigration en France. Donc il y a ce travail qui est produit dans ce tournant des années 80-90 et qui va commencer à faire entendre la France comme un pays d'immigration. Parce que c'est ça qui va apparaître, c'est ce qui est démontré par Gérard Noiriel dans Le Creuset français et c'est ce qui va alimenter des travaux d'historiens, c'est que la France est une exception au sein des pays d'Europe. C'est un ancien pays d'immigration qui a manqué de main-d'œuvre au milieu du XIXe siècle et qui a fait appel à la main-d'œuvre étrangère alors que l'ensemble des pays européens, même les Allemands, les Italiens, même les Anglais, les Irlandais, ils allaient voir du côté des Amériques. La France était l'un des seuls pays au XIXe siècle à recevoir des immigrés et avait des proportions d'étrangers tout à fait comparables à de nombre d'étrangers qui arrivaient par exemple aux États-Unis. Et donc c'est dans cette décennie à 90 qu'on va prendre conscience d'un point de vue historique de ce passé et de cette contribution de l'immigration à la société française qui n'était pas forcément perçue comme telle parce que ça n'avait pas été étudié en tant que tel. Donc on a ce phénomène, ce développement dans cette décennie 90 et qui est concomitante d'un contexte également d'installation, d'arrivée à l'âge adulte d'une seconde génération, comme on dit, donc des enfants de l'immigration. Bon, des enfants d'immigrés, il y en a depuis le début du XXe siècle. Mais c'est dans les années 80-90 qu'ils et elles revendiquent une mémoire et une expérience spécifique à grandir en France avec des origines immigrées. Et c'est en 1904, c'est entre 95 et 97 que les premiers documentaires de Yamina Benguigui s'appellent Mémoire d'immigrés. Donc elle revendique ce terme, donc on voit bien ce contexte des années 90 avec ces politiques mémorielles qui commencent à se développer et donc le terme est aussi revendiqué pour cette expérience spécifique qui est de grandir en France avec des origines immigrées et le documentaire de Yamina Benguigui qui est donc constitué en 3 volets, les pères, les mères, les enfants, qui évoque à chaque fois une spécificité de cette expérience, donc les pères et les mères ils sont nés à l'étranger, mais les enfants ils sont nés en France, ça reflète cette expérience, ça montre bien que ce groupe qui a des origines immigrées contribue à revendiquer aussi sa place dans une revendication mémorielle. C'est aussi une histoire de la France que cette histoire des personnes qui ont des origines immigrées en France. Donc c'est vraiment un contexte où chacun revendique sa place. À cet âge-là, j'étais immigré. Mais à l'âge de 18 ans, il y a un jour, bien sûr, je caricature, j'ai la gendarmerie qui débarque chez moi. Pour le service national, j'étais français. Les chercheurs et les journalistes qui, à l'époque, se sont intéressés au mouvement Beur l'ont souvent réduit à sa composante maghrébine ou à la tentation qu'elle a eue de s'organiser sur une base communautaire. Or, en faisant cela, ces chercheurs, ces journalistes effaçaient de la mouvance les jeunes immigrés d'origine portugaise, subsaharienne, asiatique et les Français originaires de métropole ou des dom-toms qui ont pris part à cette mouvance. Ils ont aussi effacé la tentation qu'a eue cette mouvance de s'organiser sur une base sociale définie par l'appartenance au quartier populaire.
Même si c'est paradoxal, c'est en évitant d'appréhender dès le départ cette mouvance comme une mouvance communautaire maghrébine qu'on peut comprendre les logiques qui ont fait que cette mouvance a finalement été composée par une majorité de jeunes immigrés maghrébins. La situation des individus et leur traitement est différente en fonction de leurs origines. Au tournant des années 70 et des années 80, les jeunes immigrés maghrébins se concentraient dans certains quartiers et dans certaines filières scolaires. Dans ces conditions, les espaces de contact et les opportunités de rapprochement entre les jeunes immigrés maghrébins et les autres étaient donc limités. Au-delà de ça, les jeunes immigrés maghrébins étaient concernés par des difficultés particulières. Donc, lorsqu'ils se mobilisaient sur la base de ces mêmes difficultés, les probabilités pour qu'ils se rapprochent d'autres populations étaient donc réduites. Dans les années 80, les jeunes Français originaires d'outre-mer, par exemple, étaient, comme les jeunes immigrés maghrébins, concernés par les violences racistes ou sécuritaires. Donc il y a pu avoir un travail commun, un rapprochement entre jeunes immigrés et jeunes Français originaires d'outre-mer sur ces questions-là, notamment en région parisienne, puisque les jeunes Français originaires d'outre-mer étaient moins présents dans les autres régions. Mais au-delà de ça, les jeunes Français originaires d'outre-mer étaient moins concernés par les questions, par exemple, de cités de transit, puisqu'on y trouvait essentiellement des jeunes immigrés maghrébins. Et puis ils n'étaient pas du tout concernés par les questions d'expulsion du territoire, puisque eux avaient la nationalité française. Voilà, pour ces raisons-là, le rapprochement entre jeunes immigrés maghrébins et jeunes Français originaires d'outre-mer était donc limité. Ce qui empêche le rapprochement, c'est d'une part le fait qu'ils sont séparés dans la société française. Et les Portugais ont très vite transité vers des habitations individuelles, tandis que les Maghrébins sont plutôt reportés vers les HLM, donc on les retrouve pas forcément dans les mêmes espaces. On ne retrouve pas forcément les personnes en fonction de leur origine dans les mêmes filières scolaires. On s'ajoute les préjugés qui peuvent exister entre les uns et les autres. Puis voilà, après en fonction des endroits où ils se trouvent, des difficultés auxquelles ils doivent faire face, et en fonction de leur place dans la société française, ils n'ont pas forcément les mêmes difficultés, les mêmes intérêts. Donc après, quand les gens se mobilisent sur la base de leurs difficultés et de leurs intérêts, ils ne vont pas se retrouver avec des gens qui ont pas les mêmes. Et donc du coup, on se retrouve avec des organisations qui de l'extérieur ont l'air communautaires, mais en fait n'ont pas été constituées sur cette base. Ma mère est analphabète, et ça a été un gros problème pour elle. Ça a été une terrible frustration de ne pas savoir lire et écrire. Elle ne voulait pas que ses enfants soient comme elle. Parce que c'est elle en fait qui menait la maison. Parce que mon père, pendant toute la guerre d'Algérie, mon père ne vivait pas avec nous puisqu'il était vivement recherché. Militant FLN, et il avait des responsabilités. Je n'ai pas fait la 6e comme tous mes camarades, tout simplement du fait de mes origines. J'ai très mal vécu ça, ce qui aurait dû être rapide, ligne droite. Moi, j'ai fait des trucs, des machins, pour essayer de casser ce plafond de verre. Je suis allée à la fac à Paris 3. J'ai jamais amené d'amis étudiants chez moi. Et personne ne savait où je pouvais habiter parce que je vivais dans cette cité de transit et que je ne souhaitais pas trop qu'on sache quelles étaient nos conditions de vie, quoi. Il y a l'être, puis il y a le paraître, donc Paris 3, Sorbonne, dans le 5e arrondissement. J'étais une des rares filles à être algérienne. J'ai choisi d'être avec des élèves de section professionnelle, parce qu'ils se sont toujours sentis exclus, marginalisés. Ce sont des classes qui se disent ghetto entre eux. Donc moi, c'est encore un prolongement de mon militantisme d'avoir choisi ces classes-là. Monsieur, pourquoi les Français sont-ils plus intelligents que les autres ? On a un discours scolaire qui va essayer de retisser un nouveau récit autour de la diversité, qui est porté notamment au gouvernement par Jacques Lang. Jacques Lang, ministre de la Culture, va vouloir porter effectivement à travers, il y a une exposition en 84 je crois, qui se fait à travers l'immigration comme une richesse et qu'il faut reconnaître, et il faut reconnaître en fait les particularismes, les spécificités. Ça va passer par les langues, l'apprentissage des langues d'origine au sein de l'école qui va être dans certains cas favorisé. Et puis un rapport qui va être commandé à Jacques Berck à ce moment, on est en 85, qui est donc un orientaliste spécialiste de l'islam, qui va recommander dans son rapport
finalement, d'intégrer l'histoire de cette part migratoire dans l'histoire nationale. C'est des tentatives intéressantes, sauf que ça ne se fait pas finalement. Pourquoi ? Parce qu'on a, à partir de 85, au ministère de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement, qui est plutôt sur un retour au national. Donc là, on a vraiment une bataille à l'intérieur même du Parti socialiste, entre quelqu'un comme Jack Lang qui dit « mais en fait, la France s'enrichit de ces différences qu'il faut reconnaître », alors que le discours chevènementiste qui va plutôt s'imposer finalement, à la fin des années 80, ça y est, même dans son propre camp, qui dit qu'en fait, finalement, la nation ne peut subsister qu'en intégrant des différences et en les uniformisant. Enfin, c'est le discours plutôt assimilationniste. À la fin des années 80, il y a un basculement, effectivement. C'est-à-dire qu'on a commencé les années 80, et en particulier l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, avec ce qu'on a appelé la rhétorique du droit à la différence, qui au départ est une formule qui vient présider au changement politique, pas forcément nécessairement en lien avec l'immigration. À ce moment-là, c'est une rhétorique qui permet de justifier la décentralisation, la différence des territoires, et c'est une rhétorique dont vont se saisir effectivement les nombreux collectifs liés à l'immigration qui formulent un projet culturel d'autonomie, et ils vont comme ça frapper à la porte des organismes financeurs, en particulier du ministère de la Culture, pour obtenir un soutien à leurs expressions artistiques, de leurs projets culturels autonomes. Donc la décennie 80 s'ouvre sur cette tentation, cette parenthèse, parce qu'elle va se refermer, du particularisme. Autant on est dans le contexte français, on accentue l'universalisme. Le début des années 80 marque de ce point de vue-là une tentative originale de valoriser la différence culturelle et les particularismes culturels, qui soient régionaux, comme portés par les mouvements migratoires. Donc dans les années 80, la mouvance autonome des jeunes immigrés a réuni des jeunes hommes et des jeunes femmes qui habitaient dans les régions où les dernières vagues d'immigration étaient les plus présentes, Île-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, ou encore Languedoc-Roussillon et Alsace. Donc ces jeunes vivaient dans des cités de transit, des quartiers de grands ensembles HLM ou des quartiers d'habitat anciens ou dégradés, qui se trouvaient souvent dans des villes gérées par des communistes ou des socialistes, ou qui se situaient dans les arrondissements populaires de grandes villes comme Paris, Lille ou Marseille. Donc ces jeunes étaient quasiment tous des jeunes immigrés, pour reprendre un terme d'époque, désignant les jeunes nés en France ou à l'étranger, ayant ou non la nationalité française, mais ayant tous un parent ou deux étrangers ou naturalisés. Donc ces jeunes immigrés étaient en majorité des jeunes immigrés maghrébins, mais s'y ajoutait une minorité de jeunes immigrés portugais, ainsi que des jeunes immigrés d'origine subsaharienne ou asiatique, ainsi qu'une poignée de Français originaires de métropole ou d'outre-mer. Les associations dont je parle ont d'abord créé des associations formelles ou informelles à l'échelle locale. Donc la plupart de ces associations se sont investies dans le domaine socio-culturel, au début en tout cas. Elles ont été créées autour d'actions très ciblées, dont l'objectif était d'améliorer la vie des destinataires de ces actions. Donc ça pouvait être de l'aide aux devoirs, la mise en place d'activités sportives dans des quartiers où les jeunes n'avaient pas forcément accès aux services municipaux de la jeunesse, ou encore des actions de prévention contre la drogue ou la petite délinquance. Ces premières associations ont aussi pu avoir comme objectif de faciliter l'expression d'une culture spécifique à ces jeunes immigrés à travers la création de troupes de théâtre dont les pièces évoquaient la vie, les difficultés quotidiennes de ces jeunes, ou à travers l'organisation de concerts, de rock notamment, qui mêlaient les influences et les langues françaises des pays d'origine, langue arabe, langue portugaise, et puis influence et langue anglo-saxonne. Beaucoup de ces associations ont été mises en place dans l'urgence pour faire face à des situations très précises, comme des problèmes dans le domaine du logement par exemple, des problèmes d'expulsion frappant des jeunes nés à l'étranger mais ayant grandi et ayant toute leur famille en France, ou encore des cas de violences racistes ou sécuritaires, touchant des jeunes des quartiers où ont été mises en place ces associations.
Parce que quand je faisais du théâtre, ne croyez pas que je l'ai dit à ma mère que je faisais du théâtre. Quand en 1974, je crée une troupe de femmes pour parler des conditions de la femme et dénoncer un petit peu certaines choses, mon père n'a jamais su, par exemple, que je faisais du théâtre, que je me produisais sur scène, etc. C'était pas possible de le lui dire, surtout s'il avait vu, je crois qu'il aurait eu une syncope. Quand on dénonce, c'est pas le fait de dénoncer le mariage forcé, mais c'est surtout que on parlait de la nuit de noces comme viol légalisé et on dansait avec le linge taché de sang. Et moi, je racontais ma nuit de noces alors que j'étais même pas mariée, que je vivais chez mes parents. Voilà, avec tous les paradoxes. Mais voilà, je me faisais le porte-parole de ces filles que je connaissais, que je voyais, que je fréquentais, qui me disaient, de ces femmes qui me racontaient également. Donc je me suis fait un petit peu leur intermédiaire pour dénoncer, dire stop, on arrête ça. Et le théâtre, pour moi, c'était une arme. Comment dire, comment parler aux autres, comment parler de toutes les problématiques que nous subissions, marginalisées, parce que je parle de ces problématiques féminines, mais il y en avait d'autres. Il y avait déjà des militants qui œuvraient sur l'espace de Barbès. Et c'est comme ça qu'on va faire connaissance. Nous, enfants et surtout filles issues de l'immigration, qui n'ont jamais vécu dans leur pays, qui ne maîtrisent même pas la langue de leur origine, face à des militants aguerris qui sont des immigrés, il y a des étudiants, mais qui ont quitté, qui maîtrisent leur langue, et il n'y a pas que des étudiants, il y a énormément aussi d'ouvriers. Et c'est là qu'en fait on fait connaissance avec ce que l'on appelle le mouvement des travailleurs arabes, le MTA, qui en 1973 quand même vont mener une grève à l'échelon national pour récupérer leurs papiers. Donc là, on se trouve avec deux blocs qui n'ont pas de lien, puisque nous, je dis honnêtement à l'époque, on appelait ça des blédards. Voilà, nous on est plus, j'allais dire, nous on est des produits de la République. Si on revient à mai 68, pendant longtemps on a dit, est-ce que les immigrés ont participé à mai 68 ? Non, sans doute qu'ils ont eu peur. C'est pas vrai. Les travaux de Daniel Gordon, qui est un historien britannique, ont bien montré qu'ils ont participé dans des proportions tout à fait similaires aux ouvriers français. Ils y ont participé, simplement, il n'y a pas eu de revendication spécifique aux immigrés dans mai 68. Et dans les années qui suivent, en fait, la revendication, l'internationalisme socialiste, elle veut que, au sein du mouvement ouvrier, les immigrés, comme les autres, alors ils sont les plus damnés de la terre, n'est-ce pas, mais ils vont se libérer comme les autres. Et donc, le mouvement de défense des travailleurs immigrés qui se développe au début des années 70, il va revendiquer cette autonomie du mouvement ouvrier, de dire que les travailleurs immigrés, ils ont effectivement les mêmes revendications de traitement, d'augmentation des salaires que les ouvriers, mais ils ont aussi des revendications qui sont spécifiques à leur expérience. Alors qui sont spécifiques parce que le nombre d'entre eux sont dans des foyers et que ces foyers proposent une quantité de problèmes, ce que ne vivent pas les ouvriers qui ne sont pas immigrés. Donc la revendication d'autonomie, c'est la revendication d'avoir une revendication autonome du mouvement ouvrier dans un premier temps. Et c'est vrai que dans les travaux sur les années 70, on voit bien qu'il y a aussi une revendication d'autonomie culturelle qui vise à se détacher des pays d'origine, comme des autorités françaises à vouloir qu'on s'intègre, on pratique la culture française et qu'on ne se rebelle pas, quand même, parce que c'est surtout ça, la culture, ce qu'on veut insuffler. On a réussi à monter une maison de jeunes avec des filles et des garçons. Or, à l'époque, il y avait plein de choses, mais les filles ne se regroupaient pas. Donc, de fait, j'allais un petit peu comme on fait d'ailleurs nos parents de famille en famille, dire que voilà, il fallait faire ci, etc. Et je demandais aux parents la permission de prendre leurs filles pour nous rencontrer, etc. Et puis les garçons, quand ils ont eu vent qu'il y avait des filles quelque part, là, à Stein, on s'est retrouvés quand même à plus de 100 jeunes. Quand je dis 100, je minimise. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le téléphone arabe a fait que tous les garçons savaient qu'à tel endroit, il y avait plein de filles. Donc ça venait de partout. Et on a accepté que les garçons viennent. Et on a fait plein de choses, dont du théâtre, bien évidemment. La ville, qui était communiste,
n'a pas supporté qu'il y ait un lieu qui soit complètement autonome de jeunes arabes, on va le dire, hein, c'était plutôt des arabes, et l'amicale des Algériens en Europe, qui représentait un petit peu l'État algérien, et qui essayait d'avoir une mainmise sur l'immigration, ou du moins de la contrôler, ne contrôlait pas ce lieu. Ce d'autant qu'elle avait des lieux à elle pour les jeunes, et que ces jeunes-là n'allaient plus chez eux, mais venaient jusqu'à Stein, donc de Paris, etc., venaient jusqu'à Stein. Donc bien évidemment, il est arrivé un moment où des fortes pressions ont été accumulées, et ça a cassé un petit peu ce groupe de personnes. C'était pas une association puisqu'on n'en avait pas le droit, c'était pas une maison de jeunes ni rien du tout, c'était plus de 200 personnes qui se réunissaient pour faire des activités. Je vivais à la cité du Moulin-Neuf, qui était considérée comme une cité un peu chaude, donc marginalisée, arabe. C'était mélangé quand même, hein. Il y avait quand même au début, il y avait de la mixité, mais c'était vraiment un lieu très excentré du centre de Stein, très fermé, 4 bâtiments avec un espace au milieu. Il y avait bien un bac à sable, mais le sable a été pourri par les pistes de chiens, chats et j'en passe. Les cités de transit, c'est des habitations sociales destinées aux familles immigrées pour les éduquer, entre guillemets, à la façon d'habiter des logements classiques français. C'était des logements qui étaient censés être provisoires, dans lesquels ont été logées des familles qui vivaient précédemment dans des bidonvilles, en attendant de pouvoir les reloger dans des logements HLM. Ces cités de transit, comme elles étaient destinées à être provisoires, elles étaient construites avec des matériels de mauvaise qualité. Il y avait peu d'isolation phonique ou thermique. Ils étaient construits sur des terrains peu chers, loin des moyens de transport, des axes routiers. Et puis la population était encadrée. Il y avait souvent des gardiens issus des colonies, un règlement strict et précis à suivre. Et puis puisque l'objectif c'était d'éduquer ces familles, elles bénéficiaient en théorie d'un encadrement social. La cité Gutenberg, une cité de transit construite en 71 pour durer 5 ans. Un transit qui devait permettre aux familles immigrées de s'insérer progressivement et qui n'a fait qu'accroître le fossé qui sépare les deux communautés. Aujourd'hui, les jeunes qui ont grandi dans le ghetto sont en mesure d'analyser les causes de la délinquance et de dénoncer leurs conditions de vie. Je veux dire que vraiment, on vit dans un isolement total, en tout point de vue. La cité est quadrillée, la cité est surveillée 24 heures sur 24 par la police. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à faire pour eux. Et il arrive souvent que la police rentre arme à la main pour contrôle d'identité ou de papier ou des choses aussi simples que ça. Les jeunes s'organisent, proposent des solutions, revendiquent leurs droits. Ils ont créé un comité de résidents de la cité afin d'être entendus par les pouvoirs publics. Ils veulent prendre en charge leur avenir, devenir des interlocuteurs avec lesquels il faudra compter. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Ces militants pouvaient appartenir à la même famille, ils pouvaient avoir grandi dans les mêmes bidonvilles avant d'être séparés dans différentes villes à l'occasion de la résorption de ces bidonvilles, où ils pouvaient s'être reconnus dans un cadre scolaire. D'ailleurs, ils pouvaient aussi avoir participé de manière commune à des mobilisations étudiantes, comme la mobilisation contre la loi Abi, où ils pouvaient avoir participé d'une manière commune à des mobilisations anticoloniales ou anti-impérialistes, notamment des mobilisations en faveur de la Palestine ou contre l'apartheid en Afrique du Sud. D'une manière concrète, les rapprochements entre ces différents collectifs locaux se sont surtout opérés à travers des actions ponctuelles et concrètes, centrées sur des questions précises qui préoccupaient principalement la mouvance, les questions d'expulsion de jeunes immigrés, les questions de violences racistes ou sécuritaires et les questions de logement, notamment la mobilisation autour des cités de transit. Au début des années 80, les jeunes qui veulent lutter contre les discriminations dont ils sont victimes, ils ne veulent pas forcément nécessairement avoir à se tourner vers les organisations antiracistes qui existent déjà.
la Ligue des droits de l'homme, le MRAP. Donc ils créent leurs propres organisations. La revendication d'autonomie, c'est de ne pas nécessairement devoir se fondre dans des organisations déjà existantes. C'est aussi de vouloir aussi être son propre porte-parole, pas que ce soit des supérieurs qui vont du coup évoquer votre expérience, parce que c'est quand même ce sentiment que l'expérience de l'immigration, elle est spécifique et il faut l'avoir vécue pour correctement la restituer. Alors en 1979, ce qui est important, c'est qu'il y a les lois Bonnet-Stoléru. C'est aussi la période où on doit renouveler nos cartes de résidence de 10 ans. Donc on est quand même des milliers, ceux qui étaient là de la première, seconde génération, entre guillemets, je le mets, qui devaient renouveler. Il y avait une espèce de rumeur qui courait que on allait nous réexpédier. Mais cette rumeur devenait assez forte. Personne n'était réellement informé. Et comment combattre ça? Les médias, nous, on n'y a pas accès, la télé, rien. Donc on décide en fait de créer un journal. D'ailleurs, lors de la création de ce journal, je suis la seule et unique fille. C'est très masculin. Et on était parti de l'idée que les chiens avaient leur journal. Il fallait que l'immigration ait leur... Et c'est vrai, il y a 30 millions d'amis, et nous, rien. Et alors ce qui était super, c'est que le journal n'est pas strictement parisien. C'est qu'il est à l'échelon national. En 1981, là, on avait le droit d'association. Lorsque l'on a monté notre première association, et dès les débuts, on est une des premières associations issues de l'immigration à s'être créée, donc l'ANGI, qui veut dire Association de la Nouvelle Génération Immigrée. On a travaillé dans les prisons. Et en 1981, aucune association n'œuvrait dans les prisons, sauf à l'église qui avait peut-être des prêtres, etc., mais aucune activité dans les prisons. Mais à l'époque, on parlait de... C'est important parce que c'est aussi en lien avec les exactions policières. On a fait un travail faramineux auprès du ministère de la Justice pour avoir les autorisations pour aller créer des ateliers dans les prisons. Donc, on nous en a 3. Le CJD de Fleury-Mérogis, où à l'époque, le plus jeune détenu avait 13 ans. La prison de Bois d'Arcy, et puis Rion, en Auvergne. Par exemple, quand on a monté l'ANG, l'association, on a ouvert un centre d'accueil et d'hébergement pour jeunes femmes maghrébines en fugue à cause du mariage forcé. Donc on hébergeait des filles qui fuguaient de leur foyer parce que les parents voulaient les forcer à se marier. Mais on allait un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on menait un travail avec les familles pour essayer de faire lien entre la fille qui a fugué et les parents qui mettaient ça en évidence. C'est pas seulement d'héberger une fille qui fugue. C'est un lieu quand même qui a duré presque une quinzaine d'années. Ce type d'hébergement, c'était la seule et unique structure dans toute la France, parce que c'était des filles majeures. Les filles mineures étaient déjà prises en charge par la DAS, voilà. Nous, c'était des femmes majeures. Donc c'était important de le dire, puisqu'on considère que la majorité, la fille est libre. La fille n'est pas libre parce qu'elle est majeure. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas majeure. Enfin voilà, ça c'est culturel. Pas à force de loi, c'est uniquement culturel, quoi. Jacques Rally, qui n'a jamais compris pourquoi des jeunes veulent créer leur propre association alors que la ville donne tout, permet tout et fait tout. Il y avait toute une population qui échappaient à leur contrôle. Parce qu'ils avaient des maisons de jeunes, on n'y allait pas, il y avait des bibliothèques, est-ce qu'on y allait? C'est ATD Carmonde qui avait installé une bibliothèque au sein de la cité, c'était le seul élément d'ailleurs de loisirs culturels. Initialement, les militants et les associations locales qui ont été à la base de la mouvance n'étaient pas en contact les uns avec les autres. Parfois, ils étaient même très éloignés géographiquement. Les premiers contacts entre les jeunes et les associations locales qui ont fini par constituer cette mouvance se sont faits à travers l'organisation de concerts et de pièces de théâtre dès la fin des années 70. Beaucoup de contacts se sont aussi opérés grâce au journal Sans Frontières, créé en 1979 et qui abordait l'actualité internationale du tiers-monde et l'actualité sociale, politique des immigrés en France.
Et puis enfin, des contacts se sont faits aussi par intermédiaire de radios associatives créées par des immigrés ou des jeunes immigrés après 1982, des radios comme Radio Beurre et Radio Soleil Goutte d'Or en région parisienne, Radio Trait d'Union à Lyon ou encore Radio Gazelle à Marseille. En effet, voilà, ces radios échangeaient des programmes enregistrés sur cassette. Donc ça leur permettait de discuter à travers l'échange de ces programmes de différents problèmes rencontrés par les jeunes immigrés dans ces différentes régions. Ces Français d'origine immigrée, donc c'est aussi la fin du mythe du retour pour leurs parents, et eux sont là, et donc ils demandent à avoir une place entière, et pas une place à part, mais une place à part entière au sein de la nation française. La marche pour l'égalité et contre le racisme a lieu à l'automne 1983, donc on va bientôt fêter les 40 ans de la marche en 2023. Donc c'est un moment charnière dans le mouvement, parce que jusque dans les années 70, c'était surtout un mouvement de défense des droits des immigrés, donc des immigrés de personnes donc étrangères nées à l'étranger qui habitaient en France, alors que la marche pour l'égalité contre le racisme, c'est davantage des jeunes qui sont nés en France, de parents immigrés et qui, arrivés à l'âge adulte, constatent qu'ils ne sont pas traités à l'égal des autres enfants nés en France qu'ils côtoient. Et donc, c'est pour ça que c'est une revendication pour l'égalité et contre le racisme. En fait, on est dans un contexte très particulier de violence, un contexte que l'on connaît aussi aujourd'hui, mais de violence envers des jeunes hommes en particulier d'origine immigrée, d'origine maghrébine. Voilà. Donc on est dans un contexte de mort, de fusillade, d'accidents, de balles perdues. Et donc c'est ce contexte qui fait qu'un groupe de jeunes donc de la cité des Minguettes, à la suite justement de la blessure de l'un d'entre eux lors de ce type d'altercation avec la police, lors d'une descente de police dans ce quartier des Minguettes, décide d'organiser une marche à travers la France. Après une série d'incidents avec la police et une grève de la faim en mars 1983, sur le modèle de la marche du sel ou de la marche vers Washington, respectivement organisée par Gandhi et Martin Luther King. Ces jeunes de la cité des Minguettes à Vénissieux étaient soutenus notamment par le père Christian Delorme. Ces jeunes des Minguettes étaient également très proches des jeunes immigrés d'Île-de-France, de Rhône-Alpes ou de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui étaient impliqués depuis le tournant des années 70 et 80 dans ce projet d'organisation nationale politique et autonome. Pour différentes raisons, à ce moment-là, les jeunes des Minguettes ont préféré s'engager avec la CIMAD et le mouvement pour une alternative non violente, plutôt qu'avec les militants de cette mouvance autonome des jeunes immigrés. En gros, ils ont estimé qu'étant donné la pression policière à laquelle ils étaient soumis, et étant donné la mauvaise image qu'ils avaient dans les médias et dans l'opinion publique, ils seraient mieux représentés par le père Christian Delorme. En région parisienne, plusieurs associations de jeunes immigrés ont par exemple créé le collectif Jeunes. On reçoit un courrier qui émane de la CIMAD, signé aussi par le MAD, qui nous informe qu'il y a une opération qui va se dérouler à partir de telle période, donc à la rentrée, et qui va être une marche pour réclamer l'égalité et contre le racisme. Moi, je suis membre fondatrice de l'ANJ, présidente, puis c'est toujours la même bande. Donc on reçoit ce document, on discute entre nous, et nous, en fait, on est partants pour cette opération. Pourquoi ? D'abord parce que c'est des jeunes, des jeunes qui sont beaucoup plus jeunes que nous, qui ne sont absolument pas militants, qui subissent des exactions. Alors oui, ils sont encadrés par la CIMAD, Jean Costil, Christian Delorme, c'est écuménique, il y a l'église à côté, mais nous on ne s'attarde pas sur, entre guillemets, les curés, on s'attarde sur l'acte, c'est quelque chose aussi de novateur. Or nous, même au sein de l'ANJ, on n'a que des actions novatrices. Intervenir dans les prisons, personne ne le faisait. Avoir un centre d'accueil et d'hébergement, personne n'en avait un. Donc nous, on est un petit peu dans cette optique. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Martin Luther King, ça aussi, ça parle pour nous. Donc il y avait beaucoup d'éléments dans lesquels on se retrouvait. Le choix de la marche est en effet fait en référence
à Gandhi ou à Martin Luther King. De toute façon, Martin Luther King avait fait référence à Gandhi. Donc c'est cette idée de ce répertoire d'action de la désobéissance civile et donc auquel se réfère le mouvement des droits civiques américains. Et donc c'est un choix d'action collective qui s'associe à un propos qui est donc pas de revendiquer le droit de travail ou même comme les grèves de la faim pour des questions de droit. C'est un répertoire d'action qui s'associe au traitement inégalitaire, qui reflète ce traitement inégalitaire. Donc c'était le cas lorsque Martin Luther King a organisé la marche de Washington de 1963. C'était pour mettre fin à la ségrégation, donc ce traitement discriminatoire dont étaient victimes les Noirs aux États-Unis dans les États où s'exerçait la ségrégation. Et donc le choix du répertoire, le choix de la marche, c'est pour dresser un parallèle avec la situation que vivaient les Noirs aux États-Unis pendant la ségrégation et pour démontrer avec ce choix d'action que nous vivons la même chose. Nous sommes nés en France, nous avons les mêmes droits et néanmoins nous ne sommes pas traités pareil. Donc c'est pour ça que c'est une marche pour l'égalité et contre les discriminations. Et le fait même de décider d'organiser une marche, d'un point de vue du répertoire d'action, ça représente une rupture par rapport à tous les choix d'action collective qui avaient été faits jusque-là, qui étaient beaucoup plus ceux du mouvement ouvrier, donc la manifestation ou la grève. Donc là, c'est aussi lié au fait qu'ils ne sont pas forcément en emploi, donc il n'y a pas la possibilité de faire une grève. Donc la marche ne démarre pas de Lyon, puisque les Minguettes, c'est dans la banlieue de Lyon. Elle démarre à Marseille en octobre 1983. Ils ne sont pas très nombreux au départ. Il y a un comité local de soutien justement aux victimes des violences policières. On essaye aussi de voir comment nous, on peut s'impliquer. C'est un courrier qu'ils ont dû envoyer à plein de gens. Et en effet, ils l'ont envoyé à plein d'associations, etc. Et donc, il y a des gens qui se regroupent, comme la LDH, comme, je pense, le MRAP, etc. Tous ces gens-là ont reçu. Mais ce sont des institutions pour nous, tous ces... Et donc, en fait, on ne veut absolument pas s'impliquer dans tous les collectifs institutionnels qui existent. Parce qu'on partait du principe qu'ils ne nous représentaient pas, malgré ce qu'ils faisaient, mais c'est nous qui le ressentions comme ça. J'étais membre fondatrice de Radio Beurre, je n'y suis plus, mais c'est une fille qui s'appelle Kaïssa Titous, qui est présidente à l'époque. Il y avait le journal Sans Frontières, je n'y étais plus, mais avec qui je suis quand même restée en contact. On décide de créer ce fameux collectif. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a la presse écrite, la radio presse orale, et puis on a la logistique. Tout se fait sur Aubervilliers, dans les locaux de la NGI. Donc on décide en fait d'essayer de fédérer toutes les associations de gens issus de l'immigration, de fédérer les banlieues autour de ce projet-là. Et pour ce faire, c'était de faire bien évidemment des réunions, des rencontres. Ça se passe au mieux, parce qu'à l'époque, c'était pas pour se déplacer d'une banlieue à une autre. C'était un voyage. Donc on avait décidé qu'il fallait qu'on se rencontre à Paris. On l'a fait au relais de Ménilmontant. On décide de prendre contact avec eux. C'est nous qui sommes allés. On avait des garanties telles que on a vu les jeunes, on a discuté avec ces jeunes. On a rencontré Christian. Et pour le fonctionnement, on avait décrété qu'il y aurait 2 personnes relais qui feraient la navette. Donc il fallait qu'ils soient disponibles. Donc ça a été Kaïssa Titous, donc la présidente de Radio Beurre. Et puis également une fille de la NGI qui faisait partie du CA, du conseil d'administration, qui est Rachida Azoug. Donc en fait, c'est elle qui portait nos voix, qui faisait le lien. C'est-à-dire que même des fois, elle marchait avec eux. Elle partait le week-end, elle marchait avec eux, ils s'organisaient, elle revenait, nous apportait les éléments. Nous, on travaillait au sein de la NGI et ensuite on faisait nos grandes réunions, ce que j'appelais nos agoras, au relais de Ménilmontant. Et c'était aussi important de mettre notre expérience à leur profit. C'est au fur et à mesure de leur marche
à travers la France. Donc le mois d'octobre passe, au début c'est un peu difficile, mais il y a d'autres événements. Il y a en particulier le meurtre du train pour Vintimille d'un jeune homme d'origine algérienne qui a été balancé par la fenêtre par deux légionnaires dans ce train. Donc ça va encore montrer que le climat est effectivement délétère, est très difficile, et donc ça donne de la médiatisation au mouvement, ce qui fait que il continue à marcher, ils faisaient des longues portions, et plus ils avancent dans leur marche, plus il y a un écho médiatique qui est donné à leur mobilisation, ce qui n'était pas le cas au début. Et c'est vraiment l'arrivée à Paris, donc qui est très orchestrée, où là de nombreux cortèges viennent accompagner les marcheurs. Donc en fait, ils sont pas à Paris le 3 décembre, ils sont là même 3 jours avant, puisque 3 jours avant, nous on fait une rencontre avec les parents de victimes, des syndicats de police, avocats, parents de victimes, et on a fait un débat autour de police-justice. D'ailleurs, à la fin de la marche, il y a un des marcheurs, qui est Jamel Attala, qui a rejoint notre association, qui s'est impliqué dans notre association, puisqu'après, il a été même responsable de la partie police-justice au sein de la NGI. On a été nous-mêmes impressionnés par le résultat de cette marche. Rassembler 100 000 personnes en faisant bien évidemment un travail faramineux, et il ne dépend pas que de nous, parce que je répète, il y avait quand même d'autres groupes, d'autres organisations distinctes de nous, qui ont fait aussi un travail de terrain. Mais tout ceci rassemblé, 100 000 personnes à Paris. Les marcheurs sont reçus à l'Élysée, pas tous, ils sont sélectionnés sur le volet, avec un casier vierge, sans kéfier autour du cou. On leur a demandé de les ôter, on leur a même confectionné des petites écharpes noires et blanches avec des liserés noirs. Le conflit israélo-palestinien, on était à 1000 lieues de là. On avait un seul et unique objectif quand on a fait le collectif parisien, c'était que la marche aboutisse. C'est que ces jeunes-là soient reconnus. Que le combat de l'égalité soit reconnu, entendu. Que la bataille contre le racisme soit entendue. Alors on nous a donné des petites mesurettes, la carte de résidence, de 10 ans pour tous les travailleurs immigrés. Mais ça, c'était pas un combat de la marche. D'ailleurs, il n'y a aucune revendication au niveau de la marche. C'était uniquement contre le racisme, l'égalité, obtenir l'égalité, qui est quand même un mot très large. On profite de la marche parce qu'il y a eu un combat qui est quand même mené par plus de 44 organisations, associations pour l'obtention de cette carte. Donc, voilà, ça arrive à ce moment-là. L'écho médiatique a été important, à la propre surprise sans doute des marcheurs. Un large écho médiatique a été donné, qui est en partie certainement lié à ce choix de la marche, qui était original, et en partie aussi lié à ce contexte donc très, très difficile d'un point de vue des violences racistes qui avaient lieu à cette époque-là. La mouvance autonome des jeunes immigrés est aussi une mouvance au sein de laquelle les femmes ont été importantes, de par leur nombre et de par leur rôle. On peut citer par exemple Salika Amara de l'association de la nouvelle génération immigrée, Kaïssa Titous de Radio Beurre, Jida Tazdaïd de Zama de banlieue, puis des jeunes arabes de Lyon et banlieue, ou encore Farida Belgoul, une des organisatrices principales de Convergence 1984. D'ailleurs, ces différentes militantes étaient les leaders de courants qui se sont opposés au sein de la mouvance, notamment concernant la façon dont il fallait s'organiser. Cette place occupée par les jeunes femmes immigrées au sein de la mouvance peut paraître étonnante quand on connaît le contexte des années 1970 et 1980 et les difficultés auxquelles étaient confrontées les jeunes femmes immigrées dans leur famille, dans leur quartier ou dans l'espace politique franco-français lorsqu'elles souhaitaient s'engager dans l'espace public. Il y avait un manque de liberté des jeunes femmes immigrées, dans leur quartier, dans leur famille, en raison de la culture d'origine. Et d'ailleurs, dans ces associations locales, c'était quelque chose qui était abordé. Les jeunes filles immigrées dénonçaient le manque de liberté qu'elles avaient pour poursuivre leurs études, pour travailler, pour choisir librement leurs compagnons, etc. Quand des jeunes filles immigrées rentraient dans l'espace public pour militer, qu'elles sortaient du rôle assigné à la femme, ça pouvait poser des difficultés donc à certaines militantes qui étaient face à des insultes, des critiques, etc. Mais en même temps, il y a aussi des militantes qui ont été encouragées par leur famille,
des militants d'origine portugaise, maghrébine, qui ont été aussi encouragés par leur famille, parce que finalement, ça ne les gênait pas qu'elles endossaient comme ça un rôle un peu masculin dans l'espace public. Dans l'espace militant franco-français, ces jeunes filles immigrées qui créaient des associations étaient observées avec suspicion. En fait, c'est des militantes d'origine maghrébine qui disaient que finalement les militants français ne pensaient pas qu'elles étaient autonomes et qu'elles étaient forcément manipulées par des hommes derrière. Donc ils se demandaient finalement par qui étaient manipulées ces jeunes femmes, alors que justement elles s'organisaient en autonomie. Donc finalement elles étaient face à différents préjugés et puis différentes difficultés. Différents courants au sein de cette mouvance étaient d'une manière un peu étonnante dirigés par des femmes qui d'ailleurs ne s'entendaient pas forcément entre elles, mais pour des raisons politiques et de divergence de vues. Au niveau des thématiques traitées par les associations locales de cette mouvance, aussi on remarque que la question des difficultés vécues par les jeunes femmes immigrées était très présente à l'échelle locale. On note bizarrement que cette question n'est pas portée à l'échelle nationale par la mouvance. Donc ça s'explique notamment par le fait qu'à l'échelle nationale, la mouvance avait principalement pour objectif d'obtenir de la part des pouvoirs publics des changements de pratiques, des changements de législation qui soient plus favorables aux populations issues de l'immigration et qui aillent vers plus d'égalité pour cette dernière. L'origine des difficultés des jeunes femmes immigrées qui étaient dénoncées était en partie causée par la communauté d'origine. Donc quand on s'adresse à l'État, finalement c'est contre-productif et ça risque d'accentuer la stigmatisation envers les populations qu'il s'agissait de défendre. C'était par exemple le cas de la question de la délinquance et de la drogue, qui était une question qui était beaucoup traitée aussi à l'échelle locale, qui n'était pas abordée à l'échelle nationale. Et puis c'était le cas aussi pour les questions des jeunes femmes immigrées, dont une partie des difficultés provenaient de la communauté d'origine. Ces thèmes, petite délinquance, consommation et trafic de drogue dure, difficultés des jeunes femmes immigrées, étaient donc finalement traités, abordés à l'échelle nationale seulement par le prisme des activités socio-culturelles pour lesquelles la mouvance demandait plus de moyens au pouvoir public pour pouvoir les mener à l'échelle locale. On utilise parfois ce terme qui est décrié, parce qu'il n'était pas forcément utilisé à l'époque, de marche des beurs. Donc beurs, c'est une expression qu'on utilisait à l'époque pour désigner les enfants d'immigrés maghrébins, enfin les descendants d'immigrés maghrébins. En réalité, c'est un terme qu'on a surtout utilisé pour des artistes, alors que ce soit des auteurs de bandes dessinées, des écrivains, des chanteurs, des comédiens, qui commencent à être célèbres, qui commencent à se faire un nom dans ce début des années 80, et qu'on associe, parce qu'en fait c'est cette même génération, qu'on associe à ces marcheurs. Mais dans les marcheurs, il n'y a pas des chanteurs. Et les chanteurs qui sont connus à l'époque, ils ne sont pas en train de marcher spécifiquement avec eux. Mais la concomitance de ce combat politique et du succès que remporte cette jeune génération d'artistes fait que le tout est un petit peu associé dans une forme de culture beurre. À cela s'ajoute aussi le fait que dans cette marche pour l'égalité et contre le racisme, finalement, il y a une revendication aussi identitaire, parce qu'ils demandent à exister, à être considérés à égalité, mais ils demandent aussi à être reconnus dans leur propre expérience de descendants d'immigrés en France, donc expérience qui est d'être soumis aux discriminations, par exemple, mais ne pas moins en être français. Et donc, il y a une revendication identitaire que le propos artistique vient seconder. Donc il y a l'ouvrage le livre de Mehdi Charef, le Théorème d'Archimède, qui à ce moment-là est publié, a reçu même un prix, donc qui est distingué par la critique, et évoque ces conditions de vie dans ces deux amis qui grandissent dans une banlieue parisienne. Et voilà, ça parle un peu de leur destinée, ce que c'était que grandir dans une banlieue parisienne quand on a ou pas des parents immigrés dans les années 80. Et donc l'ensemble de ces productions artistiques vont venir accompagner le combat politique de sorte de créer un mouvement culturel qui a un propos à la fois politique mais aussi un propos esthétique, avec sa propre esthétique qui vient représenter
cette nouvelle question identitaire. Et donc certainement que ce mouvement culturel d'artistes qu'on appelle à ce moment-là beurre, et ça va pas durer très longtemps, ça devient assez rapidement problématique cette expression, mais en tout cas c'est utilisé et c'est ça qui a contribué à faire qu'on a parlé de la marche comme la marche des beurs. Mais en réalité, dans ces marcheurs, il n'y avait pas que des jeunes d'origine maghrébine, donc c'est pour ça que c'est pas adapté, mais le mouvement artistique est venu un petit peu donner de l'élan, donner de l'écho et puis un peu contribuer, une forme de généralisation. Dans les mémoires se constituent aussi des simplifications ou des formes de généralisation, mais c'est aussi ça qui marque et qui contribue à ce qu'on s'en souvienne aussi. Pourquoi n'avoir pas rejoint le MRAP, la LICRA ou la Ligue des droits de l'homme ? Nous, on pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui, pour l'instant, ne ressentent pas la nécessité ou n'arrivent pas à s'accrocher à ce qui existe comme organisation. C'est pas très mobilisateur, peut-être pour eux. Alors que si on part de ce qui se passe tous les jours, là où on vit, eh bien, on arrive facilement à s'apercevoir qu'on peut exprimer le fait qu'on refuse le racisme sans avoir besoin forcément d'adhérer, de se structurer de façon très précise. SOS Racisme est apparu pour la première fois dans l'espace public lors de la manifestation organisée le 1er décembre 1984 pour l'arrivée de Convergence 84 à Paris. À cette occasion, ils ont distribué plusieurs milliers de badges portant le logo de SOS Racisme, la fameuse petite main jaune, avec le slogan « Touche pas à mon pote ». Ses véritables origines ont été cachées pendant longtemps, mais SOS Racisme a été créé par des jeunes étudiants français, dont une partie était passée par la Ligue communiste révolutionnaire, et qui appartenait à l'époque à des organisations étudiantes proches du Parti socialiste, comme la MJS ou l'UNEFIDE. Ces militants ne s'étaient jamais engagés sur les thématiques portées par la mouvance autonome des jeunes immigrés. On ne les avait pas vus sur des mobilisations contre les violences racistes et sécuritaires ou sur les questions de logement, mais ils avaient été choqués par les résultats du Front National lors des dernières élections et ils souhaitaient contrer ce parti. L'association a été très rapidement soutenue par le pouvoir socialiste. Elle a bénéficié de soutien financier de la part de riches donateurs proches du Parti socialiste comme Pierre Berger et puis par la suite des soutiens financiers du FASTIF. Pour les socialistes, soutenir SOS Racisme, c'était soutenir la cause antiraciste. Dans la perspective des élections législatives de 1986, SOS Racisme pouvait également servir à la création d'un mouvement de masse qui permette de rabattre vers le Parti socialiste des jeunes. Ce mouvement pouvait aussi contribuer à maintenir auprès des socialistes les sympathisants de gauche qui avaient été déçus par la politique gouvernementale depuis le tournant de la rigueur. Et cela en pointant du doigt le racisme de droite et d'extrême droite, et en mettant ainsi en exergue les différences qui existaient encore entre ces courants politiques et la gauche socialiste. Pour les tenants de l'autonomie, ces organisations ont été téléguidées par le Parti socialiste pour casser la mouvance autonome des jeunes immigrés. Et en revenant sur l'histoire de cette dernière, dans les années qui suivront, ils les rendront responsables du fait que cette mouvance n'a pas réussi à ce moment-là à se structurer et à s'imposer dans l'espace public et politique français. Toutefois, même si SOS Racisme a certainement considéré la mouvance autonome comme un concurrent qu'il fallait effacer, le SOS Racisme est apparu à un moment où la mouvance était déjà extrêmement divisée. À la fin des années 80, avec des scores de plus en plus importants du Front National à des élections municipales, puis plus nationales, le droit à la différence se trouve retourné par si vous voulez être différent, entrez donc chez vous. Et donc d'un discours inclusif, on passe à un discours exclusif. Et la parenthèse se ferme après les élections de 86 et plus largement vers 89, quand finalement l'idée est que pour lutter contre la montée d'un discours xénophobe, donc ces succès remportés par le Front National qui à ce moment-là a un discours particulièrement anti-immigré,
Aujourd'hui, peut-être que ça paraît évident d'être contre l'immigration, mais ça l'était pas à l'époque. C'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant dans les discours politiques, qui se politise dans les années 80. Et donc, la solution qui est trouvée par le pouvoir en place, par le discours politique en général, que ce soit à gauche comme à droite d'ailleurs, c'est de axer sur ce qui va être commun à nous tous, c'est les valeurs universelles, et c'est l'émergence du paradigme intégrateur. C'est à partir de la fin des années 80, début des années 90, qu'on va parler d'intégration. On n'évoquait pas ce terme, ça c'est très fort dans les archives, on ne trouve pas le terme d'intégration dans les archives jusqu'à 1989, ou alors si on le trouve, c'est utilisé de manière l'un pour l'autre comme insertion ou assimilation. Il y a pas cette le terme n'est pas aussi chargé de la définition qu'on va ensuite lui donner et qui va être le modèle de la manière dont on doit aborder les questions d'immigration. Et à partir de ce tournant des années 90, c'est vraiment ce modèle universaliste qui va l'emporter sur un grand nombre de politiques qui vont traiter de ces questions. Et donc c'est le résultat d'un contexte qui est quand même la montée du Front National et l'échec à formuler cette rhétorique du droit à la différence qui s'est heurté finalement à des discours extrêmement négatifs et exclusifs et qui a trop prêté le flanc finalement à la critique. Mais c'est donc le résultat d'un contexte général qui fait qu'on s'écarte assez durablement de cette parenthèse différentialiste des années 80. C'est en 1986 que le gouvernement Chirac a pris un décret créant une mission du bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À l'époque, le président de la République était François Mitterrand et cette mission s'inscrivait donc dans une politique mémorielle, gouvernementale. Elle n'avait pas de pouvoir de décréter l'histoire. Dans une démocratie libérale, le gouvernement ne décrète pas l'histoire. Elle avait pour fonction d'inciter, de coordonner les initiatives locales ou nationales, mais sauf quelques célébrations indispensables, n'avait pas de fonction de célébration directe. C'est essentiellement une démocratie libérale, représentative et nationale qui était célébrée. Cette politique, donc, elle est venue largement d'en haut, c'est un décret, mais elle n'a eu d'incidence que parce que, à la base, les citoyens ont montré leur accord. Et il y a eu, pendant un temps limité, mais tout de même, un consensus pro-idéaux de la Révolution et de la Déclaration des droits de l'homme. L'écho qu'on avait à l'intérieur de la mission, venant de toute la France, et y compris des pays étrangers, c'était une très forte demande sociale de commémoration de la Révolution. Et ça se voyait, il y avait une demande de la part des communes, qui voulaient chacune à sa façon faire quelque chose, soit des reconstitutions locales, soit des plantations d'arbres de la liberté. Ça se voyait à l'échelle des enseignants, de tout niveau, du primaire au supérieur, qui voulaient aussi faire connaître leurs initiatives. Le 14 juillet 1989, Jean-Paul Goude a fait son défilé sur les Champs-Élysées, défilé que la mission, là, pour le coup, avait largement suivi, accompagné et financé. Et là, le succès de ce défilé a été tel qu'il a emporté l'opinion des médias. Et les médias se sont trouvés brusquement, unanimement favorables au bicentenaire. Le
Le bicentenaire de la Révolution française en 1989, c'est un moment aussi charnière du point de vue effectivement de la construction d'une mémoire collective de la Révolution de 1789. La manière dont c'est célébré est aussi bien révélatrice de la Révolution que de ce contexte de 1989. Donc on a effectivement un défilé organisé, conçu par Jean-Paul Goude et dont la direction musicale est confiée à Wally Badarou, qui est un musicien d'origine béninoise. Et l'organisation du défilé, elle reflète très bien la scène artistique et musicale de cette fin des années 80 en France, et qui est le produit de cette parenthèse différentialiste et qui a donné tout loisir à cette création artistique de personnes arrivées en France, souvent en lien avec soit le passé colonial de la France, soit tout simplement les mouvements migratoires. Donc il y a une scène artistique qui est plus juste d'avant-garde, qui est maintenant de plus en plus branchée, comme on dit à la fin des années 80, et qui rend possible ce défilé qui effectivement illustre le monde sur les Champs-Élysées à Paris. D'un point de vue esthétique, artistique, c'est tout à fait le reflet de cette scène artistique qui résulte de cet engouement pour les artistes qui mélangent les styles musicaux aussi bien africains, maghrébins, asiatiques et français de cette époque des années 80. Ça, c'est l'esthétique qui est... Mais après, d'un point de vue symbolique, c'est là qu'on est vraiment dans la charnière, puisqu'on est dans les célébrations, effectivement, des droits de l'homme, et on est dans la célébration de l'universalisme des droits de l'homme. La raison pour laquelle ce défilé organisé par Jean-Paul Goude représente toutes les nations du monde, c'est pas pour dire que la France accueille le monde, non, c'est pour dire que la France a très bien exporté les droits de l'homme dans le monde entier. Donc c'est vraiment une manière de affirmer l'universalisme de la Déclaration des droits de l'homme et à quel point elle fait sens pour le monde entier, de mettre la France aussi au centre d'un rayonnement mondial, davantage que pour célébrer une France multiculturelle. Donc, d'une certaine manière, si on regarde qui anime ce festival, ce défilé, c'est vrai que ça reflète le multiculturalisme français, mais le message, la symbolique, elle est universelle. Et donc, c'est vraiment ce moment de bascule où on va aller de plus en plus vers la célébration de l'universalisme et on va de moins en moins vouloir représenter le multiculturel, en tout cas sur le plan artistique, mais aussi dans les politiques. L'intégration est un mouvement nécessairement réciproque. Nous, on ne fait que avancer en avant et de tendre la main. Les gens nous tendent la main, mais eux font un pas en arrière. C'est aux autres maintenant de s'intégrer à nous, parce qu'on est des produits républicains. On est des produits de la République. Les valeurs de la République, nous les portons haut et fort. Et à cette époque de 1983, on n'a pas voulu non plus les entendre. On n'a pas voulu. Et là, moi, je dis que la gauche est complètement passée à côté. Elle est passée à côté. Parce qu'on ne pouvait pas accepter que des jeunes issus de l'immigration, les jeunes qui ont fait la marche étaient français. C'est vrai, nous qui portions cette contestation, cette revendication des droits à l'égalité contre le racisme, ça faisait peur, surtout qu'on voulait mettre en place, puisque moi je suis quand même un petit peu dans l'autonomie, après la marche, un mouvement autonome des jeunes issus de l'immigration. On veut s'inscrire dans la société française. On est des citoyens, on le dit, on le démontre. On le démontre par notre engagement. Mais on ne veut pas nous entendre. Le rôle de la Révolution française, il est essentiel dans toutes les revendications des immigrés, en particulier le lien avec la période coloniale, parce que ça permet de fonder le discours et la revendication à un traitement égalitaire. Donc, de ce point de vue-là, la Déclaration des droits de l'homme et plus largement la Révolution française, c'est vraiment la matrice de toute mobilisation dans le contexte français. Mais il y a quand même un autre moment politique qui est tout aussi important, c'est la Troisième République, et en particulier la loi de séparation de l'Église et de l'État du début du XXe siècle. Et ça vraiment, tout le mouvement qui s'est articulé dans les 10 dernières années autour des questions du voile ou des différentes revendications, ont beaucoup fait œuvre de travail historique pour revenir sur cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Et de ce point de vue-là, je pense que l'histoire politique et les fondements, tout ce qui a
été inventé dans le contexte français, que ce soit donc les droits de l'homme au moment de la Révolution française, le statut de citoyen, mais ensuite sous la Troisième République, toutes ces lois fondamentales qui viennent organiser notre coexistence, elles sont fondamentales pour les mouvements de défense des immigrés, de lutte contre le racisme, à venir fonder une revendication en termes d'égalité. Et c'est ce qui permet d'être entendu dans le contexte politique français. Parce que c'est ça qui change à partir de 89-90, c'est qu'il y a le vocable de la laïcité qui vient structurer aussi toute la revendication des enfants d'immigration. Ça va se cristalliser sur le voile et ça structure... voilà. Alors que dans les années 80, la question du religieux n'était pas du tout présente dans ces mouvements, mais à partir des années 90 et puis encore plus 2000, ça devient très important aussi en raison du contexte international. Hein. Et dans ces mouvements, il faut fonder dans les principes français, et donc que ce soit la Révolution française ou la loi de 1905, les militants, ils connaissent très bien l'histoire de politique française pour ça, parce qu'il faut pouvoir fonder sa revendication pour être entendu du pouvoir politique. Et de ce point de vue-là, il y a une continuité. Le mouvement de la Marche des Beurs, c'est aussi une lutte pour l'égalité. On met les valeurs françaises en avant en disant nous aussi, on a le droit à l'égalité. Le projet, qui fait partie évidemment d'une recomposition du récit national, le projet de créer un musée de l'histoire de l'immigration, fin 80, début 90, va prendre 15 ans, va prendre un temps considérable. Parce que ce n'est pas une priorité politique, et que même en 2007, quand on est à la Porte Dorée avec l'inauguration du Musée national de l'histoire de l'immigration, l'inauguration se fait sans le président de la République, parce qu'à cette époque-là, c'est Nicolas Sarkozy. Bon, donc il n'est pas du tout sur ce récit-là, pas du tout sur cette narration-là. Donc on a vraiment une difficulté, plus que des difficultés, il y a des ratés en fait, il y a des rencontres qui ne se font pas autour justement d'une part migratoire. Qui ne se fait pas, ou très tardivement avec le musée, mais qui jusqu'à aujourd'hui a quand même un certain nombre de difficultés pour exister, justement, et pour peser sur une narration. Dans le récit national, ça ne prend pas dans les années 80 alors qu'il y a eu des tentatives, mais ça ne se fait pas, et c'est repoussé, et donc maintenant il y a soit dans les programmes scolaires, mais c'est très difficile, soit un lieu, le musée de l'histoire de l'immigration, qui a tout son rôle, vraiment important, pour participer à ce récit national, mais qui est trop isolé. Pour réélaborer un récit, il faudrait des échos, il faudrait d'autres choses, bon voilà, donc il a le mérite d'exister, mais je dirais que c'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'il est unique, et il n'y en a qu'un, et on doit influer sur le récit national, c'est pas évident. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il y a l'association Générique qui a porté justement ce projet du musée. Générique, c'est vraiment des personnes de seconde génération qui a porté ce projet-là. Et d'ailleurs, qui avait fait un travail remarquable parce qu'en fait, il faisait un travail aussi de documentation, de ressources, d'archivage. Le rôle du milieu associatif était essentiel pour contribuer à la mémoire de l'immigration en France. D'abord, il y a un milieu associatif très riche qui s'est formé un peu dans la foulée de mai 68, au cours des années 70, qui s'est formé pour accompagner des combats politiques, mais qui s'est tout de suite entouré de productions artistiques, d'événements qui ont contribué à essayer de représenter l'expérience de l'immigration en France, que ce soit à travers des pièces de théâtre, mais aussi tout un travail, je pense à l'agence Immédiat par exemple, qui a essayé de documenter cette expérience de la vie des jeunes, en particulier dans les banlieues au tournant des années 80. En particulier le journal Sans Frontières, qui a commencé à être édité, publié à la fin des années 70 par des militants, qui visait à évidemment faire connaître leur combat, mais qui visait aussi à documenter cette expérience de la vie en France des immigrés et des descendants d'immigrés. Et donc ce milieu militant, associatif, il est essentiel à conserver des sources qui nous permettent de connaître cette expérience et qui vont être un outil essentiel pour les historiens, parce qu'actuellement on manque de sources pour faire l'histoire des immigrés en France. Bon, c'est une question qui se répète pour tous les groupes qui n'ont pas été visibilisés, c'est la même chose pour l'histoire des femmes par exemple, pour essayer d'exhumer la contribution, c'est la même chose pour les immigrés, les descendants d'immigrés. Ils sont pas forcément toujours présentés comme des acteurs sur le même plan que d'autres.
J'ai participé à plusieurs reprises à certaines activités du musée, mais j'avais notamment été commissaire scientifique d'une exposition temporaire, l'exposition Paris-Londres Music Migrations 1962-1989, où là, dans cette exposition, on avait voulu montrer le rôle de l'immigration à transformer les villes de Paris et de Londres. On avait comparé ces deux villes qui avaient comme point commun d'être des anciennes capitales d'empire qui, dans la deuxième partie du XXe siècle, sont venues des capitales de l'immigration, et puis surtout à la fin du XXe siècle, des villes globales, des villes-mondes, surtout pour Londres, mais aussi pour Paris. Et ce qui avait un peu attisé notre curiosité au début, c'était de constater que Paris comme Londres, lorsque les villes ont mis en place leur candidature aux Jeux Olympiques, ont argué de la diversité de leur population. Et donc, Londres avait dit, oui, nous avons des supporters du monde entier, car nous avons des personnes de toutes les nationalités qui habitent dans notre ville, et donc font de le résultat des migrations un atout au moment de gagner une compétition internationale. Et l'idée, c'était de montrer, d'exhumer cette contribution des immigrés, parce que voilà, elles sont présentées comme des villes globales, internationales, mais la trajectoire, l'expérience, le vécu des immigrés, en particulier des immigrés des anciennes colonies, que ce soit de l'Algérie ou que ce soit de la Jamaïque, qui est une ancienne colonie britannique qui a eu l'indépendance la même année, en 1962. L'expérience de la vie dans cette ville a été difficile pour ceux qui sont arrivés comme leurs descendants. Le rôle, c'était de raconter cette histoire à travers la musique, mais c'est toujours un élément commun à tous les historiens de l'immigration que ce travail d'exhumer, de montrer, vous voyez, cette situation actuelle, on le doit à des immigrés, parce que c'est pas forcément toujours connu. Et donc, travail sans cesse de visibilisation, de mise en lumière. Il faut que chacun ait un rôle à jouer dans la constitution des mémoires. Il faut que les historiens, que les associations, que les militants fassent aussi ce travail de connaissance et de constitution d'une mémoire collective de l'immigration qui n'est pas toujours très connue.